Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le statut des fonctionnaires en débat, la réforme de la fonction publique arrive demain au Sénat. Le texte prévoit de favoriser le recours aux contractuels. Faut-il y voir un alignement sur le privé? L'emploi à vie des fonctionnaires est-il remis en cause? La réponse dans cette édition. La République en marche à l'assaut des municipales. Le parti présidentiel qui souffre d'un déficit d'implantation locale a présenté aujourd'hui ses têtes de liste dans 19 villes, mêlant à la fois marcheurs mais aussi élus sortant de la droite et de la gauche. Sans toutefois trancher le cas de Paris, le détail est à suivre. Faire des JO 2024 un tremplin pour les territoires, c'est l'enjeu du label Terre de Jeux, présenté ce matin au Sénat par Tony Estanguet. Il ambitionne d'associer toutes les collectivités à cet événement sportif. Il ne doit pas s'arrêter aux portes de la capitale. Le débat dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Alexandre Poussard en direct de la salle des conférences pour les réactions des sénateurs à cette actualité dans notre multiplex parlementaire à suivre. Ils étaient près de 554 000 lycéens à passer l'épreuve de philosophie du bac ce matin. Une épreuve qui s'est déroulée normalement, malgré un appel à la grève de la surveillance. Parmi les sujets ce matin, beaucoup portés sur la politique ou encore les lois. Jérôme Rabier est allé relever les copies des sénateurs. Regardez. C'est souvent une épreuve redoutée et qui donne le coup d'envoi du baccalauréat chaque année, l'épreuve de philosophie. Et cette année, les parlementaires auraient clairement pu se distinguer puisque l'un des sujets en filière technologique les concerne au plus haut point. Les lois peuvent-elles faire notre bonheur? Oui, les lois peuvent donner le sens et doivent donner le sens et un message à ce qui contribue au mieux pour la population, donc la vocation d'être heureux. Les lois doivent concourir au bonheur et en même temps, elles ne font pas le bonheur. Le bonheur, c'est quand même une disposition personnelle. Ce sujet des lois et du bonheur inspire même les sénateurs pour de futures évolutions dans la fabrique de la loi. Peut-être que là, on a des efforts à faire, nous les parlementaires, pour justement éviter qu'elle soit un peu trop compliquée, qu'elle soit connue et respectée des citoyens. Et qu'elle crée du bonheur? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Autre sujet d'inspiration, celui proposé aux bacheliers de la filière ES qui ont planché sur cette question. La morale est-elle la meilleure des politiques? Et là aussi, les sénateurs ont leur mot à dire. La morale, je dirais républicaine, apprise dans les écoles, est à mon sens une nécessité. Dans une société bien organisée, on doit connaître ses droits, bien sûr, mais aussi tous ses devoirs. Certains bons élèves du Palais du Luxembourg ont même pensé à citer des œuvres pour enrichir leur dissertation. Machiavel a bien expliqué qu'il y a ces deux sphères qui sont très différentes et que la modernité, ça a été finalement aussi de séparer les questions métaphysiques, les questions religieuses, dont relevait la morale, des questions politiques qui sont celles d'organisation de la cité. En revanche, il y a toujours des bacheliers qui risquent le hors-sujet, sans doute préoccupés par d'autres problèmes. Je ne peux pas répondre à cette question. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous aussi, à LR, on a des épreuves à passer, et probablement avec beaucoup moins de philosophie. Voilà, et on va tout de suite prendre la direction de la salle des conférences pour une réaction avec vous, Alexandre Poussard, avec le sénateur socialiste du Loiret, Jean-Pierre Sueur. Et oui, on va essayer de réfléchir à ce sujet. Alors l'exercice est compliqué, répondre à cette question en 3 minutes alors que les étudiants ont 4 heures. On va quand même essayer. Jean-Pierre Sueur, est-ce que les lois peuvent faire notre bonheur? Est-ce que c'est aux législateurs de se préoccuper de notre bonheur? Vous savez, d'abord, je voudrais vous dire que vous êtes victime du temps court. Voyez-vous, dans nos télévisions, il faut toujours dire des choses compliquées qui demandent beaucoup de réflexion en 1 minute ou 2 minutes. C'est vrai que c'est compliqué. Mais non, Public Sénat, vous avez beaucoup de temps. Pourquoi on ne prend pas le temps pour parler de cela? On pourrait réfléchir. Premier point. Mais réfléchissez-y. Alors, pour poser le problème, est-ce en que 3 les minutes. lois... Mais non, mais attendez, en 3 minutes, mais le bonheur... Enfin, déjà, il y a quelque chose de contradictoire à dire on va parler du bonheur en 3 minutes chrono. Puis quand ce sera fini, on va vous arrêter. Mais ce sont des mœurs bizarres quand même, vous ne trouvez pas? C'est étrange. Alors pour vous faire plaisir... sur le sujet. Mais non, mais je vais vous dire ce que vous savez. C'est que là où il n'y a pas de loi, une société sans loi, c'est l'anarchie, c'est la pagaille et c'est le règne de l'injustice. Heureusement qu'il y a des lois pour
vivre en commun. La loi, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. C'est une norme qui permet de préciser les droits et les devoirs de chacun, qui permet aussi de mettre en œuvre une certaine justice dans la répartition des revenus, de la fiscalité, tout cela. Premier point. Et deuxième point, rassurez-vous, il n'y en a que deux. Les lois contribuent-elles au bonheur ? Bien évidemment, les lois peuvent contribuer au bonheur. Mais le bonheur, c'est pas seulement une affaire de loi, pas du tout. Le bonheur, votre bonheur, vous qui êtes là, et moi qui suis là, ça dépend aussi de notre vie personnelle, des relations que nous avons avec nos proches, de ce qui nous arrive, les épreuves, la souffrance, la maladie, etc. Le bonheur, et puis aussi des sentiments, et puis aussi des émotions, et puis aussi de l'idéal, de l'engagement pour une cause. Tout ça, ça contribue au bonheur. Donc les lois, bien entendu, qu'elles jouent le rôle. Mais un État qui prétendrait faire par la loi ou par les règles qui les dictent le bonheur universel risquerait d'être totalitaire. On n'impose pas le bonheur. Les lois peuvent contribuer à ce que la société soit plus humaine, plus juste, plus vivable, à ce qu'on se respecte, à ce qu'on vive ensemble dans de bonnes conditions. Mais les lois, en elles-mêmes, ne vont pas créer le bonheur qui va dépendre de quantité de facteurs qui tiennent à la vie, tout simplement. Alors, est-ce que les Français n'attendent pas trop des lois ? Je pense à une phrase d'Emmanuel Macron en octobre 2018, avant la crise des Gilets jaunes, où dans un échange avec un citoyen, il disait que les Français parfois se plaignaient un peu trop, ils n'avaient pas conscience de leur bonheur, de la chance qu'ils avaient. Finalement, est-ce qu'on attend trop des lois ? Je crois qu'on est quelquefois trop pessimiste dans ce pays par rapport à tous les atouts qui sont les nôtres, et les lois ne peuvent pas tout faire. Et moi, je suis partisan d'une certaine modestie des hommes et des femmes politiques. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Et nous devons faire ce qu'il nous importe de faire et ce pourquoi nous sommes élus. Faire les meilleures lois possibles. Ça contribuera à ce que la société aille mieux. Mais le bonheur, c'est pas seulement la question des lois. Ce serait trop simple, trop facile, et ce n'est pas vrai. Donc faisons notre travail de politique pour que la société soit meilleure, plus humaine et plus juste. Et puis le bonheur, souhaitons à vous-même et à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, le bonheur. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Sueur d'avoir réussi cet exercice compliqué de Oui, parce que je suis sûr que vous allez couper ma première partie. Ah non, on prendra tout, on prendra l'intégralité. Merci Jean-Pierre Sueur. Parce que tu comprends. Mon cher François Patria. Pour cette réaction. La République En Marche dévoile ses premiers candidats au municipal avec des marcheurs mais aussi des élus venus des autres formations politiques. Un véritable défi pour le parti d'Emmanuel Macron qui souffre d'un déficit d'implantation au niveau local. Quentin Calmy. Ce sont les premiers de cordée pour les municipales. 19 candidats investis pour 2020 avec l'étiquette En Marche. Valenciennes, Clichy-sous-Bois, Nevers. Cette première vague était consacrée à des villes aux enjeux faibles. Car ces élections, le parti dit l'aborder avec humilité. Au lendemain des élections municipales, nous voulons pouvoir dire, affirmer, que nous avons multiplié de façon très nette le nombre d'élus locaux que compte la République En Marche aujourd'hui. Aujourd'hui, nous comptons environ 2000 conseillers municipaux. Nous voulons pouvoir dire qu'à minima, nous aurons multiplié par 5 le nombre d'élus municipaux dans les différents conseils municipaux. C'est une première barre que nous nous fixons. Principale interrogation, qui investir dans toutes les villes dirigées par des maires macro-compatibles mais qui n'appartiennent pas au parti présidentiel ? Lyon, Angers, Tours, Orléans, Amiens, Nancy. Que faire de ces élus sortants ? Le parti entend décider ville par ville. On fera du cas par cas et on regardera quelles ont été les prises de position des maires, tant sur leurs projets municipaux, mais aussi sur les grandes orientations nationales et électorales, et notamment les européennes. On ne va pas leur demander de prendre une étiquette LREM. On a tous un passé politique et des envies différentes, et ça doit être quelque chose qui est libre. En revanche, on va leur demander, s'ils nous le demandent, on va leur accorder un soutien de LREM. Donc, voilà. Et donc ça voudra dire quand même qu'ils s'engagent dans un processus de travail avec la majorité aujourd'hui et pour l'avenir. Une première conférence polluée par une polémique sur le mode de désignation des candidats par une commission interne au parti. À Paris notamment, certains souhaiteraient organiser une primaire face à l'abondance des candidats. Une idée balayée aujourd'hui. Notre formation politique, c'est d'une certaine façon
bâti contre le système de primaire. Et il faut revoir ce que Emmanuel Macron avait dit en 2016 du système des primaires, qui est un système qui, au fond, affaiblit bien souvent les candidates et les candidats qui les traversent. La décision pour Paris sera quant à elle annoncée le 10 juillet. Allez, on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussard, toujours depuis la salle des conférences, avec le président du groupe En Marche ici au Sénat, le sénateur de la Côte d'Or, François Patriat. Et oui, François Patriat, on l'a vu dans ce sujet de Quentin Calmet, La République En Marche est opposée au système des primaires pour décider des investitures municipales. Vous allez fonctionner avec une commission nationale d'investiture. Est-ce que ce n'est pas un peu un système vertical à l'ancienne? Non, mais il y a antinomie entre les deux systèmes. Soit c'est un système de primaire et on détermine les gens avec des votes tels qu'ils ont été conçus par les deux partis de l'ancienne majorité, et on a vu à quoi ça a conduit. Ça a conduit à un échec, à une fragmentation et à une perte de crédibilité des candidats eux-mêmes. Là, on a fait le choix d'une commission nationale indépendante qui, sur tous les critères objectifs définis aujourd'hui par Stanislas Negrini, de l'engagement sur les idées de la République En Marche, sur la diversité, sur les projets personnels, sur l'expérience, le mandat d'élu avant, on a choisi ces critères-là. Et sur ces critères-là, c'est la commission nationale, après avoir entendu les candidats, qui décidera quelle est. Je trouve que c'est un meilleur moyen, plutôt que de lancer des gens dans une primaire où ils vont s'affronter pour s'affaiblir, et que c'est la méthode qui, jusqu'à présent, n'a pas prouvé ni son efficacité démocratique, ni son efficacité politique. Alors, vous citiez tous les critères de la charte La République En Marche que les candidats aux municipales devront signer, mais certains maires Macron-compatibles, notamment dans des grandes villes comme Angers, je pense à Christophe Béchu, certains maires Macron-compatibles s'opposent à la signature de cette charte. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Écoutez, il faudra qu'ils s'engagent. D'abord, il faudrait qu'ils soient candidats et que la Commission nationale d'investiture statuera sur des candidatures formelles. Par exemple, ce matin, Stanislas Guérini et Alain Richard ont rappelé que jusqu'à présent, le maire de Lyon n'avait encore pas fait candidature. Donc il faut déjà qu'ils fassent candidature. Et s'ils font candidature, bien entendu, ils acceptent la charte en même temps. Sinon, ils ne seront pas candidats à la CNI pour être tête de liste ou pour être les porteurs de La République En Marche. Donc la signature de la charte sera obligatoire. Bien entendu. Alors, donc vous disiez que vous vous opposiez aux primaires pour éviter les divisions, mais à Paris, par exemple, les candidats à l'investiture sont déjà divisés. Et il y a actuellement une bataille pour s'opposer à une audition de la CNI pour éviter que Benjamin Griveaux soit le candidat tout désigné. Il demande une primaire. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur ai répondu ce que je viens déjà de vous répondre. Je crois qu'aujourd'hui, chacun des candidats porte son projet, porte ses soutiens, porte j'allais dire, la politique qu'il entend mener pour Paris, et puis les équipes. Donc ces faits-là seront entendus par la commission, qui, je crois, le 10 juillet, va les auditionner. Et ensuite, moi je souhaite que ce processus ne dure pas trop longtemps, parce que c'est une raison d'affaiblir et les candidats et le mouvement par ailleurs. Il faut que la décision soit prise, et j'ai cru comprendre que chacun des candidats s'engageait à se plier à la décision qui serait prise par la commission. Donc je crois que les choses seront claires. On en aura fini fin juillet, et après on passera à la phase de préparation de la campagne, parce qu'entre-temps, je vous rappelle quand même qu'entre 10 et les municipales, il y a quelques textes de loi importants à voter. On ne va pas se fixer tout le temps sur les municipales. Bien sûr, il y a quelques échéances. Et alors justement, vous êtes le président du groupe La République En Marche au Sénat. Après les municipales, il y aura une autre échéance, les sénatoriales. Quel sera l'objectif? L'objectif, bien entendu, vous savez, nous avons été 30 à une époque où il y avait beaucoup de gens de groupes différents qui nous avaient rejoints, qui ne se sont pas représentés depuis. Ensuite, nous avons fait élire des sénateurs qui, pour certains, siègent à La République En Marche et d'autres pas. Il y a des sénateurs qui avaient été élus avec une charte dont ils n'ont pas tenu leur signature, d'ailleurs, à l'époque, qui sont allés siéger dans d'autres groupes. On pensait que ça pouvait être bien parce qu'ils pouvaient essaimer dans d'autres groupes. Aujourd'hui, ils siègent à côté. Donc, ce que je souhaite, c'est que pour les prochaines sénatoriales, on ait un engagement clair des candidats. Et l'objectif, moi, je ne vais plus donner d'objectifs chiffrés. Une majorité? Mais non. Pour l'instant, on n'est pas là aujourd'hui compte tenu du corps électoral qui se renouvellerait par moitié l'année prochaine, si rien ne change. Donc on peut espérer une nette progression que je ne saurais chiffrer aujourd'hui. Il ne faudrait pas chiffrer des sénateurs de La République En Marche. Très bien. Merci beaucoup François Patriat d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci beaucoup Alexandre. On en vient à présent à notre page consacrée à la réforme de la fonction publique. Elle arrive en séance demain au Sénat. Pour le gouvernement, il s'agit de moderniser le statut des fonctionnaires en donnant plus de souplesse au secteur, avec notamment un recours accru aux contractuels ou encore un contrat de projet sur le modèle du privé. La majorité sénatoriale y voit une boîte à outils utile pour améliorer les ressources humaines, mais apporter plusieurs modifications, notamment pour la fonction publique territoriale. Le détail avec Alizée Boissin. Adopté fin mai à l'Assemblée nationale, le projet de loi de la fonction publique est loin d'être une révolution. Un texte comme une boîte à outils
pour aligner le secteur sur la méthode du privé. Le projet de loi prévoit par exemple de faciliter les recours aux contractuels ou encore de créer une sorte de CDD de 1 à 6 ans appelé contrat projet. Mais ce qui inquiète le plus les syndicats, c'est la fusion des instances de dialogue social ainsi que la mise en place d'un dispositif de rupture conventionnelle à l'image du privé. Un virage que craint la CFDT. On a deux désaccords de fond essentiels. D'une part, la qualité du dialogue social. J'ai envie de vous dire que c'est un peu indépendant du statut des travailleurs. C'est vraiment de montrer l'importance du dialogue social dans la fonction publique. Le deuxième point de désaccord, c'est l'élargissement du recours à l'emploi contractuel. Et il nous semble que cela ne concourt pas à la qualité du service public. De son côté, la majorité de droite du Sénat a déjà adopté en commission les mesures phares du projet de loi. Selon l'un des co-rapporteurs du texte, sans être une véritable transformation, la réforme va dans le bon sens. La contractualisation de plus en plus importante dans la fonction publique me paraît quelque chose de tout à fait intéressant. Il n'y a aucune raison que tous les fonctionnaires, ou tous les agents publics du moins, qui servent le public soient sous un statut à vie. La Chambre haute entend aller plus loin que le gouvernement sur le texte. D'abord en favorisant l'embauche des agents handicapés et en encourageant l'installation des agents publics dans les zones enclavées. L'hémicycle devrait surtout se diviser sur la réforme de l'ENA ainsi que sur l'encadrement des carrières longues des fonctionnaires. Allez, on continue les réactions avant d'en débattre en plateau avec mes invités. Avec vous, Alexandre Poussarec, la sénatrice communiste de Paris, Marie-Noëlle Lienemann. Marie-Noëlle Lienemann, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme de la fonction publique qui s'inspire pour certains aspects de l'organisation de l'entreprise privée ? Écoutez, je trouve que cette dérive est très dangereuse. D'abord, j'observe qu'elle est contestée par tous les syndicats, vraiment tous. C'est-à-dire, c'est pas une histoire. Non, il y a vraiment un désaccord stratégique sur l'avenir de la fonction publique française. Il y a plusieurs éléments qui se conjuguent dans ce projet de loi pour le rendre dangereux. Premièrement, une philosophie qui est celle du système à l'américaine, ce qu'on appelle le spoil system. L'idée, c'est que les fonctionnaires doivent pouvoir partir au gré de ce qu'on appelle les besoins, mais en fait au gré des majorités aussi, qu'elles soient locales ou qu'elles soient nationales. C'est-à-dire de la fonction publique qui perd de sa neutralité, de son indépendance, est une garantie pour le citoyen. Les soi-disant allers-retours avec le privé, c'est aussi ce qu'on observe et qu'il faudrait au contraire arrêter, c'est-à-dire permettre à des fonctionnaires de perdre leur indépendance par rapport au privé. Inutile de vous dire que quelqu'un qui sait qu'il ne va pas rester longtemps à la fonction publique, qui va partir ensuite dans le privé, même si vous avez le comité de déontologie, on l'a vu dans le secteur bancaire et à Bercy. La réalité, c'est qu'on a des hauts fonctionnaires qui vont travailler dans le privé et des gens du privé qui, de fait, défendent les intérêts du privé. Enfin, c'est une précarité généralisée et un peu la même logique que la loi travail. C'est-à-dire, on croit que parce que les gens sont précaires, ils vont être plus performants, plus adaptés. C'est grave pour notre modèle social, mais c'est aussi grave pour le service rendu à nos concitoyens, parce que la fonction publique doit garantir que partout, pour tous, tout le monde a le même comportement par rapport aux besoins de nos concitoyens. Mais alors, en conservant ces garanties, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut un peu assouplir la gestion des ressources humaines, notamment en ayant recours à davantage de contractuels ? Il y a déjà énormément de contractuels et la plupart des contractuels demandent à être titularisés. La réalité, c'est qu'on utilise des contractuels parce que on nous a expliqué qu'il fallait moins d'emplois publics, car la troisième réalité, c'est qu'on veut essayer de supprimer des emplois publics, les fameux 120 000 auxquels Emmanuel Macron a renoncé pour l'instant, mais il se donne les moyens de pouvoir le faire ni vu ni connu, si besoin, le moment venu. Or, les grands besoins de la fonction publique ne sont pas ceux-là. Oui, il faut de la souplesse, par exemple, pour être beaucoup plus offensif sur les carrières. Prendre en compte le numérique, ça suppose faire de la formation continue, ça suppose de faire évoluer les métiers. Puis il y a un immense besoin de revalorisation de certains métiers. Et alors là, il n'y a absolument rien, ni sur la revalorisation du corps enseignant, ni sur les médecins et les emplois infirmières et aides-soignants dans les hôpitaux, par exemple. Marie-Noëlle Lienemann, est-ce qu'il faut réformer la formation des hauts fonctionnaires, comme
cela est prévu par Emmanuel Macron avec la réforme de l'ENA qui d'ailleurs est prévue par ordonnance. Moi, d'abord, beaucoup de choses sont prévues par ordonnance, comme d'habitude avec ce gouvernement. C'est-à-dire, on veut priver la représentation nationale d'un débat de fond. Or, vous le savez bien, c'est la technique qui souvent détourne la loi de son inspiration. Moi, je pense qu'il faut changer le mode de recrutement et surtout l'enseignement, la formation de nos fonctionnaires. Pour autant, il ne faut pas se dispenser de phénomènes essentiels qu'est le concours. Il ne faut pas que ce soit à la tête du client. Deuxièmement, moi, ce qui me paraît le plus important sur la fonction publique, c'est qu'on garantisse son indépendance et une étanchéité entre le choix de servir l'État et la fonction publique et l'implication dans le privé. C'est exactement l'inverse de ce qui est prévu ici. Très bien. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Alexandre. Alors cette réforme va-t-elle moderniser le statut des 5 500 000 agents publics en France? Faut-il y voir un alignement des règles de recrutement sur le privé? Enfin, est-ce la fin de l'emploi à vie, voire une menace contre les services publics comme le dénonce la gauche sénatoriale? On ouvre tout de suite le débat dans Sénat 360. Et mes invités sur ce plateau, Sophie Taillé-Polian, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice Génération, vous êtes apparentée au groupe socialiste ici au Sénat, sénatrice du Val-de-Marne. Fabien Tastet est également sur ce plateau, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des hauts fonctionnaires territoriaux. Madina Rival est également avec nous, bonjour. Vous êtes professeure des universités au CNAM et directrice d'un laboratoire de recherche en sciences de gestion et de l'innovation publique. Et puis j'accueille enfin Julia Reboa, merci d'être avec nous, présidente de l'association Fonction publique du 21e siècle, qui regroupe des agents publics de moins de 35 ans. Et vous êtes membre du Cercle de la réforme de l'État. Première question pour vous, peut-être Sophie Taillé-Polian, puisqu'on voit ici la majorité sénatoriale de droite qui a plutôt réservé un bon accueil à ce texte, qui estime que ça va permettre d'améliorer la gestion des ressources humaines. Je pense que la droite sénatoriale, effectivement, a bien compris que ça allait permettre de mieux gérer les ressources humaines, c'est-à-dire de permettre, notamment par le fait d'avoir recours à la rupture conventionnelle, de diminuer le nombre de postes de fonctionnaires. Effectivement, il y a des outils là pour mener à bien la politique que souhaite le gouvernement. Après, on nous parle de modernisation. Je ne sais pas si la modernisation du service public passera par le fait d'appliquer les méthodes du privé. En tout cas, pas totalement. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la modernisation des services publics, l'amélioration de l'accueil, mais je ne suis pas sûre que ce soit cette boîte à outils-là qui le permette vraiment. Je vois sourire Madina Rival. Il avait besoin d'être modernisé, ce statut des fonctionnaires? Alors en effet, j'entends outils du privé. C'est vrai, vous avez raison, hein, Madame la sénatrice, c'est pas très récent, ça date des années 80. On a appelé ça le New Public Management, ça venait même des États-Unis. Alors il y a eu des choses formidables, je veux dire, faire du contrôle de gestion dans les universités, ça paraît pas complètement inintéressant. En revanche, la tarification à l'activité à l'hôpital, elle a montré ses limites. Je crois que le gouvernement va y revenir en partie. Aujourd'hui, et là je vous rejoins aussi, il y a d'autres manières d'innover et qui sont déjà présentes dans les collectivités locales, aussi dans les ministères et les services déconcentrés. On a par exemple une multiplication aujourd'hui de labs d'innovation qui sont des endroits qui fonctionnent, j'allais dire, de manière autonome, en gestion de projet, en co-construction aussi entre les usagers, différents types de partenaires. Et là, on ne parle pas tout à fait du statut, justement, non, on ne parle pas du statut, comment on parle de la modernisation. Oui. Et comment on fait pour améliorer et peut-être pour moderniser le statut des fonctionnaires? Fabien Tastet. Bon, je pense qu'il n'y a pas que des mauvaises choses dans ce texte. D'abord, il ne faut pas s'étonner qu'on légifère sur le statut de la fonction publique. Le statut, ce n'est pas un totem devant lequel on se prosternerait, qu'on refuserait de toucher. Il a beaucoup évolué depuis des années. Et donc, ce n'est pas anormal qu'il y ait un texte qui vienne le revisiter. Dans ce texte, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Je pense par exemple aux éléments sur la parité, sur l'égalité professionnelle homme-femme, notamment avec l'abaissement du seuil pour les nominations équilibrées, pour qu'il y ait il y a 60% de femmes dans les administrations, mais il n'y a pas 60% de femmes à la direction des administrations. Donc il faut essayer d'améliorer ça. Le texte le fait en essayant d'approfondir ce qu'avait fait François Sauvadet il y a quelques années. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je dirais que le texte, il est déséquilibré. Il va trop loin sur certains sujets. Lesquels, par exemple ? Sur les contractuels, par exemple. C'est un des éléments, un des enjeux essentiels du débat, la place des contractuels.
Il y a 20% de contractuels aujourd'hui dans les administrations. 1 million sur 5,5 millions de fonctionnaires. Donc, les contractuels, ça existe. Et il faut, quand on est fonctionnaire, accepter aussi que des gens viennent avec un statut différent, avec un regard différent. C'est aussi la diversité qui permet de produire de la bonne décision publique. Le problème, c'est que le gouvernement pratique une ouverture aux contractuels à la sauvage, je dirais, sans poser des garde-fous. Oui, pour l'ouverture aux contractuels, mais il faut des garde-fous. Il faut des garde-fous en termes de déontologie, il faut des garde-fous en termes de rémunération, il faut des garde-fous en termes de volume maximum de contractuels ça, ce n'est pas dans le texte, dans les administrations. Et ça, c'est pas dans le texte, même si l'Assemblée nationale a commencé à poser quelques garde-fous et que le Sénat a, au sein de la commission des lois, voté des amendements qui améliorent les choses. Mais une ouverture, une dérégulation, une ouverture aux contractuels, s'il n'y a pas de garde-fous, ça marche pas, c'est une impasse. Et ça, par exemple, ça fait partie des points d'amélioration de ce texte qui en a bien besoin d'être amélioré. Julia Reboa, votre regard justement sur ce texte. Oui, je pense qu'en tant que jeune agent public, on peut déjà partir du constat que ce n'est pas nous qui légiférons et que du coup, on peut plutôt apporter un regard en fait, du quotidien. Et nous, ce qu'on voit, c'est que la question du statut, elle se pose pas tellement dans le sens où on travaille aussi bien avec des contractuels qu'avec des fonctionnaires et que du coup, finalement, en fait, cette loi, c'est plutôt une continuité en fait. Elle pose pas les questions qui nous préoccupent au quotidien. Et je pense que ces questions-là, en fait, vous disiez, bah oui, mais c'est pas la question du statut, mais ce que vous disiez, en fait, cette idéologie gestionnaire, en fait, c'est plutôt nous ce qui nous pose problème, plutôt que un statut qu'il faudrait adapter. C'est une idéologie gestionnaire, c'est ce que vous dites. Oui, nous aujourd'hui. Vous voyez dans ce texte. Oui, nous aujourd'hui, c'est plutôt ça qui nous préoccupe au quotidien. C'est en fait qu'il y a une déconnexion entre les objectifs qu'on nous donne et la mission de service public, en fait. Et c'est pas tellement le statut, même si la question du statut pose la question de finalement la précarisation, mais finalement la question en fait du recours contractuel, moi, ce qui me pose problème, c'est que en fait, c'est comme s'il fallait externaliser l'alternative en fait, comme si les fonctionnaires ça n'allait pas et du coup on allait créer des bulles. Alors c'est par exemple les laboratoires d'innovation publique qui font des choses très bien, les startups d'État, mais aussi ces contractuels qui il faudrait faire appel parce que les fonctionnaires sont pas au niveau. Enfin, c'est quand même imposer un certain débat dès le début. C'est le sentiment qui peut prévaloir, Sophie Taillé-Polian. On va externaliser une certaine partie de nos services publics, les fonctionnaires ne sont pas au niveau. C'est quelque chose que vous avez entendu dans vos auditions ? Écoutez, on entend énormément de choses. Moi, je voudrais quand même revenir sur une chose. Effectivement, le statut, c'est pas forcément le sujet, puisque le sujet, c'est comment on fait fonctionner le service public et vers quoi on s'oriente. Est-ce qu'on s'oriente effectivement sur une gestion comptable et à ce moment-là, on se dote d'outils de gestion comptable, pas forcément de gestion de projet, pas forcément, voilà. Ou est-ce qu'on se dote d'une fonction publique qui peut vraiment se dire qu'elle est recrutée pour déployer le service public au plus près des besoins des citoyens. C'est quand même de ça au départ dont il s'agit. Le statut, il n'a pas été bâti pour protéger les fonctionnaires juste parce qu'il fallait les protéger. Il a été bâti sur une philosophie politique de protéger l'agent public d'agents extérieurs qui pourraient influer sur la façon dont il peut mettre en œuvre ou définir l'intérêt général par rapport à, après, évidemment, à des décisions politiques qui ont été prises par le législateur. Et c'est ça que petit à petit, et c'est vrai que ça fait de longues années que c'est en chemin, hein, c'est pas tout à fait récent, mais là on a un coup d'accélérateur quand même, que ça c'est mis en cause. Et notamment sur les questions de déontologie, de rapport entre le public et le privé. Pour moi, il y a là quand même aussi beaucoup de choses qui auraient dû être faites, qui ont été travaillées par des rapports parlementaires, singulièrement la mission d'enquête qui a eu lieu l'année dernière au Sénat, qui aboutit aussi à un certain nombre de choses pour dire qu'il faut arrêter avec ces pantouflages, ces rétro-pantouflages, ces allers-retours entre public et privé, qui fait que certains agents, et notamment de la haute fonction publique d'État, on peut se poser la question. En fait, ils sont en conflit d'intérêts. Je vous rappelle que le conflit d'intérêts, c'est pas le fait de faire quelque chose de répréhensible, mais d'être en situation de le faire. Moi, par exemple, j'ai posé un amendement pour faire en sorte que ce ne soit plus possible que des agents des impôts travaillent pour des banques ou pour des conseillers fiscalistes. Et donc, il y a des questions quand même philosophiques qui doivent être posées. Madina Rival. Oui, je voulais dire deux petites choses, merci. J'ai entendu gestion, compta, comme étant des termes un petit peu dépréciants. Juste pour dire, la gestion, ça peut être aussi faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, gérer la formation, gérer la progression de ces agents. On a parlé lors de la suppression éventuelle de l'ENA d'aller faire de la formation continue, d'extraire parmi les potentiels déjà existants de la fonction publique de futurs hauts fonctionnaires. Donc la gestion, c'est pas juste quelque chose de négatif, mais oui, l'application comptable de principes issus exclusivement du privé, ça l'est. Et puis deuxièmement, je suis assez d'accord avec vous, je ne crois pas vraiment que la question soit celle du statut, même si c'était l'objet de ce débat. Elle est ce qu'on envisage
comme dispositif pluriel pouvant aider à l'intérêt général. Et je ne crois pas du tout que vous, tous autour de la table, vous défendez évidemment le statut de la fonction publique. Je suis moi-même fonctionnaire, j'en suis très heureuse, mais que vous soyez forcément contre le statut d'entreprise à mission. Le secteur privé peut aussi probablement co-construire, concourir, et ça n'empiète en rien la motivation de service public et tout ce qui est nécessaire pour protéger nos fonctionnaires. Nadine Rivel, puisqu'on a beaucoup parlé, peut-être vous souhaitiez réagir à ce Non, mais le brassage a du bon, et le mélange de gens qui ont un statut et qui n'en ont pas a du bon, à condition, encore une fois, qu'ils soient encadrés. Un mot peut-être, je suis d'accord avec Madame la sénatrice, et cette réforme, elle est politique. Et ce qui me gêne dans l'expression boîte à outils, je ne renie pas cette expression, j'ai dû moi-même l'employer. Selon les mots du communiqué de presse de la Commission des lois. Voilà, ce qui me gêne dans cette expression, c'est qu'elle donne le sentiment que ce texte est un texte technique. Ce n'est pas un texte technique, c'est un texte très politique. Pourquoi ? Parce que c'est un texte qui renvoie à des principes qui structurent la société française et qui intéressent les Françaises et les Français quand on les interroge. Je reprends l'exemple du contrat. La question du contrat, c'est pas de savoir s'il fait 3 ans, 5 ans, etc. La question du contrat, c'est quoi ? C'est quelle est la place du contrat par rapport au concours ? Parce que le concours, pour les Français, c'est un vecteur de parcours méritocratique. C'est la déclinaison des principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et quand vous êtes un jeune de banlieue, quand vous êtes un jeune de France périphérique, que vous n'avez pas de carnet d'adresse, est-ce que ça reste que sur vous la n'avez bonne pas les réponse, codes, ces concours pour les territoires, que vous n'avez pas les notamment. codes, il vous reste les concours. Olivier Dussopt, parfois, certains postes ne sont pas pourvus, puisque dans certains territoires, les gens ne passent pas le concours. C'est pour ça que le gouvernement propose ces contrats de projet pour des missions spécifiques à durée déterminée. Certes, mais vous voyez bien que si vous expliquez aux recruteurs publics que demain, ils peuvent recruter sans limite des contractuels sur tous les postes de direction d'une administration centrale, d'une collectivité locale. Quel signal envoyez-vous à ces jeunes femmes et à ces jeunes hommes que je citais à l'instant ? Pourquoi passer 1 an, 2 ans à préparer un concours difficile si demain, ça ne servira à rien puisque les employeurs publics pourront recruter exclusivement des contractuels pour pouvoir les équipes de direction. Puisqu'on parle des contractuels, on disait, ce texte va permettre de faciliter le recours à ces salariés particuliers. Ils sont aujourd'hui près d'1 million. C'est un statut précaire pour certains. Vous allez le voir, c'est le cas de cette employée à la mairie de Paris. Elle est employée depuis 10 ans en CDD. Son portrait, Samia Dechir. Cette dame travaille depuis 10 ans comme agent technique contractuel pour la mairie de Paris. Nous la retrouvons après sa journée de travail au cabinet de son avocate. Aujourd'hui, elle veut témoigner de manière anonyme de ses 10 ans de précarité. 10 ans et une vingtaine de contrats, de 1 mois à 1 an, avec la peur permanente de ne pas être renouvelé. Parfois, tu tombes malade, tu ne peux pas poser l'arrêt maladie, tu as peur parce que ton contrat, ça ne sera pas renouvelé. Donc, tu es obligé de travailler avec la maladie. Combien de contractuels cumulent eux aussi des petits contrats ? Difficile à dire. La mairie de Paris n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Mais cet agent assure que son cas est loin d'être isolé. Je ne suis pas toute seule, on est beaucoup à la ville de Paris. On est en train de souffrir. On était fatigués. Il y a beaucoup, ils n'ont pas renouvelé leur contrat, ils ont parti. La plupart, c'est des femmes seules. C'est vraiment triste. D'après son avocate, la justice offre peu de recours à sa cliente. La loi autorise le recrutement de contractuels pour remplacer un fonctionnaire absent. Si ma cliente allait devant la juridiction administrative, elle arriverait peut-être à être indemnisée d'une somme d'un montant de 6 500 € au vu de son salaire. En fait, il n'y a pas d'indemnisation de la précarité. Il y a une indemnisation qui est très très dérisoire et qui est symbolique. Un vide juridique qui pourrait concerner de plus en plus d'agents. Car le projet de réforme de la fonction publique prévoit de faciliter le recours aux contractuels sans créer de garde-fous juridiques contre les abus. On facilite d'un côté le recours à ces contractuels et dans le même temps, on ne leur apporte aucune sécurité. C'est inquiétant parce qu'on crée en fait un emploi public à double vitesse. C'est-à-dire qu'il existait déjà, mais on renforce ce caractère, cette séparation entre les fonctionnaires et les contractuels. La fonction publique française compte aujourd'hui près d'1 million de contractuels, soit un agent sur 5, tous secteurs confondus. On va créer une fonction publique à 2 vitesses, c'est ce que dit l'avocate dans ce reportage. Nadine Rivel, je vais réagir après.
Je crois que c'est déjà le cas. Je n'ai pas de chiffres exacts à vous donner. Probablement, vous en auriez plus autour de la table. Et encore une fois, je ne crois pas vraiment qu'il faille opposer interne et externe de ce point de vue-là. C'est plus comment on veut conduire des projets. Vous parliez des labs, c'est fait par des fonctionnaires. Il n'y a pas de souci, on peut être innovant quand on est fonctionnaire. Ce n'est pas du tout un oxymore. Alors, Julia Rébois, et ensuite, peut-être sur ce qu'on vient de voir sur ce reportage. Allez-y. Oui, non, juste une observation par rapport à la loi qui va passer cette semaine au Sénat. Précédemment, dans toutes les grandes lois qui portaient sur le statut de la fonction publique, on avait quelques articles pour déstocker, résorber l'emploi précaire. Résorber l'emploi précaire. On a eu les dispositifs SOVADES, etc. Donc, évidemment, ces emplois, on recrute dans les collectivités sur tel poste parce qu'on ne trouve pas de fonctionnaires ou alors parce que ce sont des postes à temps partiel. Mais au fur et à mesure, les gens acquièrent des droits et dans ces grandes lois, à chaque fois, il y avait quand même une grande possibilité offerte pour qu'ils puissent rejoindre le statut. Là, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien prévu pour résorber la précarité. Donc, et pour ceux qui la subissent depuis déjà plusieurs années. Et je pense que là, dans ce creux, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Pardon. Oui, pour moi, la précarité, je pense qu'on est d'accord, elle existe en fait depuis toujours et aussi chez les fonctionnaires. En fait, on va surcoter la compétence de certains A et de certains A+, et sous-coter la compétence de catégorie C, catégorie B, parfois. Et ça montre bien en fait le rapport qu'on a au service public, c'est-à-dire qu'en fait, on va surcoter des métiers qui sont liés à la stratégie, à la réflexion, alors qu'en fait, il y a des métiers. Ça te fait la même précarité en termes d'emploi que ce qu'on. Oui, mais en fait, les salaires à un moment donné, ils sont bas en fait, et on va considérer que certains métiers sont beaucoup moins importants que d'autres, par exemple les guichets, des métiers techniques, etc., notamment dans les collectivités. Et ça montre bien le rapport qu'on a au service public avec vraiment une administration à deux vitesses, qu'elle soit contractuelle ou fonctionnaire. Et aussi, je voulais juste revenir sur le fait de dire parce qu'on va pouvoir avoir des contractuels, on arrivera mieux à recruter dans certaines collectivités. C'est faux en fait. Enfin, je veux dire, on arrive. C'est l'argument du gouvernement. Oui, mais en fait, on n'arrive pas à recruter, que ce soit des fonctionnaires ou des contractuels. Enfin, je veux dire, Pourquoi, selon vous, on n'arrive pas à recruter justement dans certains secteurs? Honnêtement, je pense que déjà, il y a un problème effectivement de salaire, et puis après, il y a un problème à un moment donné d'intelligibilité et de désirabilité de ce qu'on est en train de nous faire faire. À partir du moment où on nous demande de répondre à des objectifs, à des indicateurs qui n'ont aucun sens, on ne fait plus notre métier. On ne fait plus le métier de service public. Donc honnêtement, peut-être aller faire autre chose. Enfin, je veux dire, il y a un vrai sujet. De bureaucratisation. Ça bien testé. Julia a raison. Il faut avoir à l'esprit que, par exemple, dans la fonction publique territoriale, le salaire moyen, c'est 1 900 € net par mois. Donc, parfois, quand on entend ces fonctionnaires très bien payés, qui ne travaillent pas assez, etc., un fonctionnaire territorial, il est payé en moyenne 1 900 € net par mois. Et 80% des fonctionnaires territoriaux, c'est des agents de terrain, qui n'ont pas un salaire très important et qui sont sur des métiers pénibles, qui, au bout de 20-25 ans, peuvent produire des maladies professionnelles. Donc on est dans cet environnement-là. Et c'est vrai que votre reportage, je le montrais, et confirmait les propos qu'on tenait. Les contractuels qui sont recrutés sur des postes d'application, sur des postes d'exécution, quel est leur principal souhait quand ils arrivent dans une collectivité locale? Madame la sénatrice le disait tout à l'heure. Ils veulent être stagiarisés et titularisés. Ils veulent être déprécarisés. Ils cherchent, au bout de quelques années, à pouvoir rentrer dans un système statutaire parce que ça leur apporte des garanties. Il est là aussi le risque. Et visiblement, ça ne sera plus possible. C'est aussi peut-être une nouvelle page qui se tourne. La loi n'apporte pas beaucoup de garanties. La loi apporte pas beaucoup de garanties. Il y a une prime de précarité qui a été votée à l'Assemblée nationale. Mais Madame la sénatrice le disait, elle n'apporte pas beaucoup de garanties pour ces agents qui vont arriver avec des contrats précaires et qui vont rester durablement. Ça aura des conséquences sur la qualité de service public. Sophie Taillé-Polian, je le disais au début de ce débat, c'est une inquiétude du groupe socialiste. Mais ça en a déjà. Quand on met les collectivités, notamment les hôpitaux, la fonction publique d'État, sous une pression financière et comptable maximum, qu'est-ce qui se passe ? On supprime des emplois publics, on externalise par exemple le ménage. Mais auparavant, c'est parce qu'on avait des emplois de ménage que quelques heures, on détachait la personne pour aller servir à la cantine. Vous voyez, donc il y avait un emploi à temps plein. Aujourd'hui, on externalise un maximum. Donc ça fait qu'on précarise à la fois les agents publics, mais aussi bien entendu les agents qui auparavant auraient travaillé dans la fonction publique et qui maintenant travaillent dans le privé. Et on voit, et au service des collectivités qui les payent, et avec les systèmes de marché qui sont quand même bien souvent, au mieux disant, au moins
moins 10 ans et non pas au mieux 10 ans, c'est-à-dire le moins cher possible, on tire à la baisse y compris. Donc on se retrouve dans une situation où tout est mis en œuvre pour faire les choses à bas coût et également donc avec à un moment donné des conséquences sur la qualité du service public et sur sa proximité. Quand on voit là, le ministre Darmanin a lancé une concertation dans les territoires sur l'implantation des services de Bercy. Bon, on voit qu'il va y avoir des suppressions de postes. Alors, on voit aussi une rétractation du service public auprès des usagers. C'est ça qu'on constate. Et tout cela, cette loi, elle permettra aussi d'accompagner le gouvernement dans son objectif de réduire le nombre de fonctionnaires. Même si Emmanuel Macron disait à renoncer à cet objectif de suppression de 122 000 fonctionnaires. Et j'ajouterai une dernière chose, si vous le permettez, aussi sur la question de la santé au travail, parce que ces fusions, ces difficultés de CHSCT rencontrent une particularité, notamment dans la collectivité territoriale, où il y a des métiers différents, et où donc ces instances ont encore plus d'importance, parce que si on a d'un côté des agents de crèche et de l'autre côté des égoutiers, et qui avaient déjà du mal à faire entendre leurs spécificités en termes de risque professionnel, alors qu'ils sont dans une même structure, là on va y perdre. Beaucoup, les agents vont y Nadina Rival, on voit à travers ce débat, et Fabien Tastet à un moment a prononcé ce terme de tabou. Le statut des fonctionnaires, ce n'est pas un tabou. Malgré tout, on a le sentiment que c'est difficile aussi de faire bouger les choses, d'appliquer aussi certaines règles finalement du droit du travail à la fonction publique. Vous remettez en question l'agilité du service public. Écoutez, encore une fois, je me permets juste de rejoindre ce que disait Madame la sénatrice. Plus que d'agilité, il faudrait quand même se préoccuper de la qualité de service qui va être rendue aux citoyens et de la qualité de vie des agents. Nous, nos élèves au Conservatoire national des arts et métiers sont des fonctionnaires qui viennent se former en général parce qu'ils sont en situation de transition. Qui dit transition dit en vérité, quand on gratte, souffrance au travail. Et on voit exactement la situation que vous décrivez. Des gens qui se retrouvent percutés par des fusions, par des transformations. Bien sûr qu'il faut faire des choses. Bien sûr que le service public à la française, il a des vertus. Mais qu'il faut le transformer parce que les comptes ne vont pas y suffire. Mais probablement que se préoccuper de former ceux qui sont déjà fonctionnaires, c'est important. Ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. L'autre chose, on était sur les salaires, la précarisation. Toutes les études montrent que on devient fonctionnaire pour un certain nombre de raisons, mais notamment on appelle ça la motivation de service public. Et cette motivation de service public, elle suppose qu'il y ait une vision. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vision dans la politique actuelle, je dis que ce texte de loi ne propose pas de vision, en tous les cas. Voilà. Ça se perd, vous êtes d'accord? Ça va accentuer les difficultés de recrutement? Julia Réboa. Qu'est-ce qui va accentuer les difficultés? Ce texte, justement, le fait qu'il n'y ait pas de vision, c'est ce que dit Nadina Rival. En fait, moi j'ai l'impression qu'on se pose des questions qui sont juste pas les bonnes. Enfin, je veux dire, les difficultés de recrutement, elles existent. Et je pense que, par exemple, on a les réponses, en fait. Quand on voit, par exemple, la facilité avec laquelle les startups d'État recrutent, il y a une attractivité phénoménale sur ces dispositifs-là. Pourquoi? Parce que les salaires sont bons, parce qu'on sait pourquoi on travaille et parce qu'on est reconnu. Donc en fait, pour moi, la question, c'est pas d'être contractuel ou pas, c'est juste qu'on nous donne des missions claires avec des salaires qui nous permettent de vivre. En fait, bon, je me classe pas dans cette catégorie, mais vraiment, je pense que le sujet est là. Et du coup, après, on va survaloriser les activités de certaines personnes et d'autres non. Mais objectivement, cette idée de contractualisation, c'est quand même l'idée de dire qu'il faut presser le citron en permanence pour que les gens se révèlent. C'est quand même une drôle d'idée. Moi, j'ai envie qu'on parle de mouvement des communs, j'ai envie qu'on parle de moins de concurrence entre les différents étages administratifs. On passe notre temps à être en compétition. Enfin, ça ne peut pas marcher, en fait. Et ce projet-là, c'est ça, en fait. C'est la continuité de cette idéologie que les gens, finalement, ne peuvent marcher que si on les pousse à marcher. Mais en fait, tout le monde a envie de marcher, mais laissez-nous marcher aussi, quoi. C'est un peu... il y a de l'injonction de contradictoire en permanence dans ce discours. Fabien Tastet. On parle beaucoup des contrats, il est loin d'épuiser notre sujet de la réforme de la fonction publique, et derrière ce texte, il y a un texte caché, enfin il y a un sujet à demi travaillé par le Sénat, c'est la réforme de la haute fonction publique, qu'a annoncé le président de la République, qui n'est pas vraiment l'objet du texte, mais un peu quand même, puisqu'il y a une ordonnance qui renvoie à la réforme de la haute fonction publique. Et ça, c'est un sujet majeur. Et pour le coup, c'est un sujet, la réforme de la haute fonction publique, qui peut beaucoup faire bouger les lignes. Nous, on y est extrêmement favorable. On dit un certain nombre de choses sur le sujet depuis 5 ans. Et là, quel est le sujet? Le sujet, c'est comment on peut sélectionner des hauts fonctionnaires qui ressemblent davantage à la société. Comment on peut faire en sorte que par leur formation, par leur déroulement de carrière, on ait un appareil d'État
des ministères, des directions d'administration centrale qui ne soient pas en déconnexion avec les territoires, avec la réalité du pays. Et ces sujets-là, c'est des sujets très actuels. On en a entendu parler sur les ronds-points, on en a entendu parler pendant le grand débat national. Donc voilà un vrai sujet, une vraie réforme qui est un peu connectée au texte examiné par le Sénat, mais pas tout à fait, puisqu'il y a une commission Thiriez, présidée par Frédéric Thiriez, qui va travailler pendant 6 mois. On ne comprend pas trop d'ailleurs comment va se faire la connexion absolue entre les deux textes, puisqu'il y a un texte là qui va être voté sur la fonction publique avant les vacances, et puis il y a des propositions qui seront remises par la commission Thiriez sans doute à la fin de l'année, dont une partie auront sans doute un caractère législatif, mais j'imagine qu'on ne va pas faire 2 lois en 6 mois. Donc là, le gouvernement on est un peu dans l'inconnu, mais pour autant, cette réforme de la haute fonction publique, elle est fondamentale. Le mot de la fin que vous vouliez dire. Oui, sur la réforme de la haute fonction publique, nous, ce qui nous inquiète en tant que jeune agent public, c'est qu'on se concentre sur les A+. Honnêtement, moi, je ne vois pas comment on peut réformer une fonction publique en se concentrant que sur les cadres. On ne peut pas réformer l'ENA sans aller, par exemple, questionner les instituts régionaux d'administration. Et surtout, je ne vois pas comment on peut apporter plus de diversité dans la fonction publique si on ne questionne pas notre propre norme. On surcote le savoir et l'expertise des hommes blancs de 50 ans, clairement, disons-le. Et en fait, on aura beau mettre des quotas ou dire qu'il faut ouvrir... parce que, par exemple, l'Accordé fait un très, très bon travail, par exemple, sur l'ouverture... Voilà, autant de questions peut-être qui feront l'objet du débat en séance publique à partir de demain, Sophie Taillé-Polian, puisque le texte sera soumis à votre approbation dès 14h30. Merci beaucoup, merci à tous les 4, merci d'être venus sur ce plateau. Nous vous en parlions jeudi, les parlementaires socialistes lancent leur campagne pour le recueil des signatures nécessaires à la tenue d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Objectif, mobiliser les citoyens dans les territoires. Samia Dechir. Création d'un site internet, distribution de flyers ou encore traditionnel porte-à-porte, le Parti socialiste mobilise ses troupes pour le premier référendum d'initiative partagée. Objectif, obtenir les 4,7 millions de signatures contre la privatisation des aéroports de Paris. Un chiffre jamais atteint pour une pétition en France. La bataille se mènera en ligne, mais aussi sur le terrain. Nous allons aussi demander aux mairies socialistes de se mobiliser pour qu'elles puissent être des points d'accueil des populations qui seraient un peu en fracture numérique, permettez-moi l'expression, qui ont du mal à accéder au numérique. Aujourd'hui, il n'y a que 2000 communes qui ont été repérées pour pouvoir porter cette démarche. Eh bien, nous voulons qu'il y en ait 5000, 6000, 7000, 8000 qui fassent que finalement chaque Français puisse, quand il le souhaite bien sûr, venir signer cette démarche. Les communistes sont aussi sur le pont. Pour rassembler un maximum de soutien, ils comptent sur la fête de l'humanité en septembre prochain. L'an dernier, le festival a rassemblé 800 000 personnes. Nous aurons durant ces 3 jours des lieux dédiés et des outils informatiques, bien évidemment, pour permettre aux gens qui seront présents sur la fête de participer à cette pétition pour obtenir donc ce référendum. Communistes, insoumis, socialistes, chacun mène campagne de son côté, mais ils tiendront leur premier meeting commun mercredi à Saint-Denis contre la privatisation des aéroports de Paris. Comment transformer les JO 2024 en une grande fête du sport sur l'ensemble des territoires? Pas question qu'il ne soit qu'un événement sportif cantonné à la capitale. Pour cela, Tony Estanguet a présenté ce matin au Sénat le label Terre de Jeux. Objectif, inviter les communes, les départements, mais aussi les régions à s'engager, alors que des interrogations demeurent sur les retombées de cette compétition. Adrien Develay. Créer une dynamique olympique partout dans les territoires. En accueillant le lancement du label Terre de Jeux, le président du Sénat, Gérard Larcher, espère que les collectivités s'associeront à l'organisation et au déroulement des JO. C'est en fait une invitation qui est adressée à tous les territoires de France, à tous les élus territoriaux, afin que chacun puisse s'engager de sa propre initiative, mais naturellement de manière coordonnée, autour de cet événement exceptionnel. Le label vise tout d'abord à promouvoir la pratique du sport chez les citoyens. Les Français en font de moins en moins, un moyen d'encourager les collectivités à développer des projets sportifs et des infrastructures. Les projets sortiront avant tout des clubs et du bloc communal. Les départements, les régions, on sera en puissance derrière pour accompagner aussi bien sûr les investissements que sur le double projet des sportifs, que sur la communication et la mise en valeur de l'ensemble. Il y aura également, ne pas oublier, le portage de la flamme. À l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, tous les territoires auront la possibilité de se proposer par exemple comme site d'entraînement pendant la période des Jeux. Un message entendu par les collectivités qui y voient plusieurs utilités.
La première, l'attractivité. Je crois que c'est marquer le fait que chacun de nos départements, les plus éloignés, les plus petits, puissent profiter de ce label prestigieux, qui est celui du plus grand événement planétaire. Avec le label Terre de Jeux, le comité olympique veut mettre sous les projecteurs l'ensemble du territoire et faire des JO de Paris des Jeux olympiques de France. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Céline Terrier-Laurent, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du pôle héritage, partenariat et animation territoriale, justement chez Solideo. C'est la société de livraison des équipements des JO 2024. Bienvenue à vous. Sur ce plateau également, Michel Savin, vous êtes sénateur LR de l'Isère, secrétaire de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Vous étiez ce matin justement aux côtés de Tony Estanguet pour la présentation de ce label. Vous allez nous le présenter dans un instant. Charles Rozoy est également sur ce plateau. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes collaborateur auprès de la ministre Roxana Maracineanu, ministre des Sports, et vous êtes justement en charge de la politique sur le handicap et vous êtes vous-même médaillé d'or de natation aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. Sur ce plateau également, Laurent Russier, bienvenue à vous. Vous êtes le maire communiste de Saint-Denis. Alors je le disais, Michel Savin, on voit ce label qui va s'adresser à tous les territoires. C'est une première, ce label d'ailleurs. Oui, Tony Estanguet l'a rappelé ce matin, c'est la première fois que dans le cadre d'un événement aussi important que celui des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est l'ensemble du territoire français qui va être mobilisé. L'ensemble des territoires est sollicité pour participer à cet événement sportif, dont l'objectif est bien sûr de développer la pratique du sport en France et d'inciter tous nos compatriotes à aller participer aux événements, aux actions qui vont être menées dans le cadre de cette Olympiade. Laurent Russier, c'est important, il est attendu ce label, justement ça montre la volonté de ne pas contourner les collectivités mais de bien les associer, c'est comme ça que vous avez ressenti ce message? Bien sûr, c'est extrêmement attendu, enfin, comme le disaient certains sénateurs dans le reportage, c'est important de mettre le bloc communal parce que par essence, les habitants sont très attachés à leur commune et de mettre le bloc communal en mouvement et donc d'avoir un label qui permet justement d'accompagner toutes les demandes, les envies de mobilisation de nos habitants, c'est extrêmement important. Donc du coup, c'est attendu, je suis très ravi, confiant, mais à la fois nous serons exigeants parce que c'est vrai que même si les Jeux olympiques et paralympiques peuvent paraître encore un peu lointains, je vois à Saint-Denis, qui va être un des épicentres de ces Jeux olympiques et paralympiques, il y a une vraie envie des habitants de se mobiliser dans cette fête du sport, de la diversité, de la fraternité, et il faut qu'on soit justement en capacité de les accompagner et de leur donner des outils, et donc ça tombe du coup très bien. Il va falloir justement connecter tous les Français dans cet événement sportif. Charles Rozoy, ça va être possible justement, parce qu'on a du mal à réaliser finalement à l'approche de cet événement, comment les communes, les départements peuvent être associés, même si elles n'accueillent pas forcément de compétition sur leur territoire. Alors je pense que c'est une volonté du ministère depuis longtemps, puisque s'il y a eu la création de l'Agence nationale du sport qui prend son essor et qui va grandir de plus en plus, c'est justement pour faire le lien avec les communes et justement avec un des principaux financeurs, puisque dans les territoires, ceux qui financent le sport, c'est beaucoup les villes, les départements, les régions, puisque cette compétence n'est pas attribuée à une seule personne. Et donc aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait à travers l'Agence nationale du sport, en essayant de mettre tout le monde autour de la table dans ce grand GIP. Et donc voilà, c'est vrai un label qui va permettre de travailler tous ensemble et de pouvoir dépasser juste le rôle de l'État, qui est de porter des politiques publiques, bien sûr, mais qui va pouvoir les porter à travers les collectivités qui sont vraiment là pour ça. Elles vont devoir être vertueuses pour obtenir ce label. Céline Terrier-Laurent, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il n'y a pas que seulement des initiatives d'animation. Il y a aussi de continuer par des actions sportives à faire perdurer cet esprit olympique au-delà des Jeux. Alors concrètement, l'héritage, il est à la fois matériel et immatériel. Donc nous, concrètement, la Solideo, la Société de livraison des ouvrages olympiques, on s'occupe spécifiquement de la construction des ouvrages matériels, c'est-à-dire ce qui va rester au-delà des Jeux, à la fois pour le sport, pour les 15 jours et les 3 semaines des Jeux, mais ensuite, concrètement, qu'est-ce qui va rester pour les habitants? Donc c'est à la fois des quartiers, c'est à la fois des équipements sportifs. Il y aura une nouvelle aréna à Porte de la Chapelle, il y aura un centre aquatique olympique à Saint-Denis chez Monsieur Russier. Et concrètement, c'est l'idée de construire pour les Jeux, mais surtout pour les habitants après les Jeux. Et les équipements d'entraînement dont on parlait tout à l'heure dans le reportage sont très importants puisque ça va permettre de ne pas se concentrer sur quelques communes,
mais vraiment d'ouvrir sur l'ensemble du territoire. Sachant que, par exemple, Marseille est aussi concernée, on l'oublie souvent, il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis, et donc recevra l'épreuve de voile, et donc est concernée également sur l'héritage aussi territorial des Jeux. C'est vrai qu'on cite souvent les exemples d'Athènes ou de Rio, encore en 2016, qui ont un peu servi de leçon. On a plus laissé de dettes, finalement, à ces collectivités que, justement, d'équipements sportifs qui profitent à tous les habitants. Comment on fait pour éviter cet écueil ? On est parti des besoins des territoires. Concrètement, ces Jeux, ils ont été conçus avec les collectivités. On n'a pas attendu aujourd'hui pour travailler avec elles. Et donc, on a travaillé sur les besoins, la planification urbaine. Donc, on a regardé là où il y avait des transports pour concrètement que ces quartiers y vivent après les Jeux. Que ces équipements soient utilisés après les Jeux parce qu'il y a des clubs qui en ont besoin, parce qu'il y a par exemple le pôle peut-être de plongeon, le pôle France de plongeon qui viendrait s'implanter dans le futur centre aquatique olympique. Donc concrètement, on a travaillé avec les fédérations, on a travaillé avec les collectivités, avec les habitants, on est encore en train de travailler avec eux pour que ça corresponde à leurs futurs usages. C'est une inquiétude, ça, Laurent Russier, justement, ces exemples que je citais, où ça ne s'est pas très bien passé finalement après les JO. Il faut forcément que les exemples passés, heureux ou moins heureux, nous servent de leçon. C'est la raison pour laquelle nous sommes toutes et tous engagés. Enfin, la Solidéo, Mme Thierry-Laurence le rappelait, les collectivités, pour que ces Jeux olympiques et paralympiques soient un formidable héritage. Nous, on a placé l'héritage sous 4 enjeux. Bien sûr, celui au-delà, celui de la mobilisation des habitants, mais il y a l'enjeu urbain, comment ces Jeux olympiques sont un accélérateur urbain pour un mieux vivre sur la ville, des enjeux écologiques. On doit être des démonstrateurs de ce que l'on est en capacité de faire d'un point de vue écologique, et ça répond à l'atout de la candidature qui était une sobriété écologique financière, mais aussi une compacité des différents équipements. Le troisième enjeu, il est social. Il faut qu'il y ait un vrai effet levier sur l'emploi. On sait qu'en Seine-Saint-Denis, où on est dans un territoire où le chômage est beaucoup plus élevé qu'ailleurs, il faut qu'il y ait un vrai effet sur l'emploi, et puis sportif, parce que ça interroge aussi les pratiques sportives. On peut être extrêmement fier, je terminerai là-dessus, du fait que ce soit en athlétisme, en football, beaucoup de nos champions viennent des territoires et des villes populaires, parce qu'il faut qu'on arrive à tenir justement la pratique sportive au quotidien et les enjeux d'élite, mais qu'on arrive bien à tenir les deux, et c'est tous les enjeux qu'on essaie de porter dans cette candidature. C'est aussi le sport pour tous, le sport au quotidien. Justement, on parle de Tony Estanguet, il était l'invité de Territoire d'Info, c'est notre matinale sur Public Sénat, et l'ancien champion justement qui a rappelé aussi l'importance des collectivités, je vous propose de l'écouter. Investir dans le sport aujourd'hui, c'est investir pour la santé des Français, pour l'éducation des enfants, pour le lien social dans les quartiers. Et voilà, moi j'ai envie que grâce à ces Jeux, on arrive à renforcer la place du sport dans la société. Et pour cela, il fallait associer l'ensemble des territoires, parce que ce sont eux les bras armés, entre guillemets, de plus de sport dans ce pays. Ce sont toutes ces petites collectivités où nous, on a commencé. Moi, j'ai commencé dans un tout petit club que personne ne connaît. Et c'est grâce à ces bénévoles et à ces acteurs du quotidien que finalement, on peut faire du sport. Et on a envie que ces acteurs du quotidien puissent aussi profiter de l'engouement des Jeux de Paris 2024. Michel Salin, ça vous fait réagir ce qu'on vient d'entendre, justement valoriser tous ces petits clubs qui permettent justement à la naissance de certains champions. Il faut aussi les associer à cet événement que sont les JO ? Bien sûr, je pense qu'il faut les associer, puis surtout il faut les aider à pouvoir bien sûr se maintenir et à continuer à se développer. Et les collectivités jouent un rôle essentiel, aussi bien dans l'aide à l'investissement, parce que pour faire du sport, il faut des équipements de proximité. Et là, il y a un rôle d'équilibre des territoires à mettre en place. C'est le soutien aux associations et aux bénévoles dans le cadre du fonctionnement. Et puis, les collectivités ont aussi un rôle avec les sportifs de haut niveau, dans l'accompagnement aussi des sportifs de haut niveau, parce qu'on sait que dans certaines disciplines, il est très difficile d'arriver à haut niveau et puis de se maintenir, de pouvoir s'entraîner, se préparer tout en ayant une activité en parallèle. Donc les collectivités peuvent jouer aussi ce rôle d'accompagner les sportifs de niveau. Donc c'est tout l'enjeu de ce travail qui va être lancé, qui est lancé depuis ce matin en direction des territoires. Comment chaque commune, chaque village, chaque département, chaque intercommunalité peut s'engager dans ce projet 2024, encore une fois, avec l'objectif, et Tony Estanguet vient de le préciser, de faire la promotion, le développement du sport. Et le développement du sport, il l'a dit, ça passe par le sport santé, ça se passe par l'école, le sport entreprise qu'il faut développer, et des entreprises peuvent s'intégrer au niveau des collectivités dans ce projet Terre 2024. Et donc, on voit bien que c'est un projet collectif qui doit se mettre en place. Ouais. Charles Rozoy, il y a justement cette question de comment mettre davantage de sport finalement dans la société pour monter en puissance justement avant les JO de 2024.
Bien sûr, mais je rejoins tout à fait déjà les propos de M. Savin, où c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pu bénéficier de l'appui des collectivités en tant que sportif. Donc je tenais à le dire, parce qu'on ne remerciera jamais assez ces acteurs de terrain qui nous permettent, nous, sportifs, de devenir grands. Et je suis resté à Dijon. Si j'ai pu rester à Dijon, c'est grâce à ça. C'est grâce à des gens qui se sont mobilisés pour cette réussite. Après, c'est vrai qu'au niveau du ministère, il y a des politiques publiques qui sont mises en place. Et ces politiques publiques, elles nécessitent encore une fois l'appui des collectivités. C'est pour ça que c'est important de travailler à travers l'Agence nationale du sport sur la mise en place de ce nouveau plan aquatique, de ce nouvel plan sur la santé, de ces nouveaux plans sur savoir rouler. Et c'est des choses qui ne peuvent pas se mettre en place toutes seules. Et aujourd'hui, il faut que les Français pratiquent plus de sport. C'est bon pour eux. C'est pas juste une volonté comme ça pour embêter tout le monde. Et je pense que Terre de Jeux peut être vraiment un starter, un déclencheur qui va permettre aux gens de se dire qu'il faut aller vers la pratique du sport parce que c'est bon pour eux. Et puis en même temps, les jeux, ça mobilise tout le monde, ça donne des sourires. On a pu le voir ce matin avec beaucoup de sourires dans la salle et beaucoup de gens qui étaient là et qui étaient contents d'être là. Donc c'est important de se mobiliser autour de ça. On disait que le concept d'héritage, finalement, c'est un concept assez récent. Là aussi, c'est quelque chose, finalement, de nécessaire pour faire accepter l'implantation, la tenue d'un événement sportif tel que les JO. C'est clair que c'est primordial, puisqu'il faut savoir que, en tout cas sur les territoires qui vont être impactés par les travaux et les chantiers, c'est aussi des moments pas forcément évidents à accepter. Donc pour que ce soit plus simple, il faut bien expliquer ce qui va se passer à partir de 2024 et après. Et quel va être l'héritage et le confort, vraiment les avantages que vont pouvoir tirer les populations de Seine-Saint-Denis, mais aussi d'ailleurs, de ces nouveaux projets. Et l'héritage, il ne sera pas que matériel, il sera aussi matériel dans la façon dont... ce sera ainsi un héritage méthodologique, c'est-à-dire tout ce qu'on aura conçu, la façon dont on va construire les nouveaux bâtiments, les nouveaux gymnases, etc. On va faire de l'innovation pendant ces Jeux. Et ça profitera à l'ensemble de la France, puisque derrière, tous ces démonstrateurs pourront être réutilisés par le ministère des Sports, par les collectivités, etc. Et ça fera boule de neige, on l'espère, pour la suite. C'est bien accepté, justement, tous ces travaux, Laurent Russier, sur votre territoire? Ça sera la partie, j'allais dire, presque la plus difficile. C'est pour ça qu'on doit d'autant plus insister sur les héritages et que ce soit des vrais héritages. On va être, pour prendre l'exemple de Saint-Denis et de Pleyel, entre le centre aquatique olympique à l'est, le village olympique à l'ouest et les travaux du Grand Paris Express qui viennent se rajouter, on va être dans des périodes où il va falloir qu'effectivement, avec les habitants, on soit très accompagnants pour que la période qui amène aux Jeux Olympiques et Paralympiques ne soit pas une période vécue négativement. Mais c'est la raison pour laquelle, là-dessus, les enjeux d'héritage sur le sport sont extrêmement importants. Le centre aquatique olympique, ça va permettre enfin que sur nos territoires, on n'ait pas ce chiffre qui est terrible. Plus de la moitié de nos enfants qui ne savent pas nager en 6e, en grande partie par manque d'équipements sportifs. Et donc ça va permettre de rétablir cette égalité. De la même manière, c'est l'accompagnement, c'est vrai, sur le sport de haut niveau. On a par exemple, nous, un club de tennis de table avec j'en suis persuadé, des futures championnes. Il y a le département, la ville, les collectivités sont vraiment aux côtés de ce club qui a besoin d'être accompagné. C'est pas un des sports phares qui est très sponsorisé. Et puis la dernière chose, c'est comment on a un État qui soit très accompagnant des initiatives locales. Moi, je vois Terre des Jeux, ça me semble aller dans le bon sens, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de descendant. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les initiatives locales soient vraiment bien accompagnées. Nous, par exemple, nous lançons dans Saint-Denis Fête ces Jeux. Ça va être beaucoup d'initiatives. On ne demande pas que l'État se supplée aux collectivités territoriales, mais en tout cas qu'elles soient accompagnantes dans l'envie de faire du sport. C'est pas qu'un accompagnement financier, ça passe pas que par... Mais aussi financier. Que le dernier point, on parle beaucoup de tous les petits clubs, et j'en suis extrêmement ravi. La seule chose, c'est qu'on a beaucoup de ces clubs, c'est aussi une réalité qui tire un peu la langue, pour qui c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a le besoin de mieux former les animateurs, il y a besoin de développer le sport féminin ou le sport handicap. Et par rapport à ça, c'est aussi des besoins d'accompagnement, et là, on a besoin d'un État fort qui croit aussi en la capacité de ces petits clubs. Vous entendez ces inquiétudes, Michel Savin? Oui, et juste rajouter sur l'héritage au niveau des équipements, on va avoir à travailler dans le cadre de Terre de Jeux 2024. Si certaines collectivités vont être candidates pour accueillir les camps de base, sur ces collectivités qui vont pouvoir accueillir certaines délégations qui vont venir préparer les Jeux Olympiques et Paralympiques. Toutes les collectivités, bien sûr, ne pourront pas être retenues, mais celles qui vont être retenues, ça va leur permettre aussi de pouvoir réfléchir sur l'ensemble de leur territoire à comment peut-être mieux travailler sur les équipements, ceux qui vont renforcer, ceux peut-être reconstruire. Et ça aussi, c'est un atout qu'auront les collectivités dans le cadre de la préparation, mais aussi de l'héritage, parce que ces équipements, bien sûr, vont perdurer et ça permettra à ces territoires de pouvoir développer
certaines activités, vous avez raison, qui sont des fois un petit peu les enfants pauvres du sport, certaines activités dont on parle une fois tous les 4 ans. Et ben là, profitons de cet événement pour leur donner les moyens de pouvoir se développer. Charles Brozois, c'est vrai que beaucoup de territoires sont déjà positionnés pour accueillir justement ces délégations étrangères. Comment va se faire le choix? Toutes ne pourront pas, Michel Savin le disait, être des villes hautes. Alors déjà, ce qui a été dit ce matin et qui a été très bien dit, c'est qu'il faudra d'abord accéder au label Terre de Jeux et donc s'investir pour la promotion du sport avant de pouvoir espérer être base arrière. Et donc ça c'est important, jusque-là on demandait juste qui veut être base arrière et tout le monde pouvait l'être et il n'y avait pas de conditions. Aujourd'hui on a vraiment, il faut qu'il y ait un engagement du territoire, un engagement de la collectivité pour pouvoir espérer accueillir une base arrière. Et donc ça va changer un petit peu la mentalité parce que souvent on voit les bases arrières, les personnes arrivent et disent finalement on n'a pas vu les sportifs arriver, on n'a pas vu les gens s'installer, ils sont repartis aussitôt. Donc c'est important de rester sur aussi cet héritage immatériel et de rester sur tout ce qui va rester à longtemps. N'oublions pas que notre objectif, c'est de faire pratiquer les Français. Nous voulons 3 millions de pratiquants en plus. De pratiquants, on dit bien. Donc il faut leur donner les moyens de pratiquer, il faut leur mettre des plans en place. Il faut qu'effectivement les jeunes sachent mieux nager et je suis complètement d'accord avec ça, mais je pense que c'était une vraie volonté de la ministre. C'est pour ça qu'elle est arrivée là. C'est pour ça qu'elle avait rencontré Édouard Philippe à l'époque pour mettre ce plan en place et pour permettre aux jeunes de savoir nager. Donc voilà, c'est vraiment une volonté, je pense, commune. Et on le voit là-dedans, on dit exactement la même chose. Et le but, c'est qu'on puisse travailler ensemble à travers cette Agence nationale du sport qui peut nous regrouper et qui peut faire que ce ne soit pas juste une volonté du ministère, mais une volonté de tous. Parce que travailler ensemble, c'est toujours aller beaucoup plus loin. Céline Terrier-Laurence, on le disait, ce sont les territoires les plus créatifs, les plus engagés qui vont pouvoir obtenir ce label et accueillir justement les délégations étrangères? Oui, tout à fait. Concrètement, la façon dont ça va se passer, c'est qu'effectivement, le Paris 2024 va forcément inciter les collectivités à se surpasser, à innover pour répondre en fait à l'héritage des Jeux. Donc il faut que ça ait un impact sur leur population et après il y aura des choix. Donc concrètement, on s'occupe vraiment des équipements qui seront sur la Seine-Saint-Denis où il y a déjà des budgets prévus pour rénover des plus petits gymnases, pas forcément que des grandes arénas dont on parle beaucoup, mais il y a eu des premiers choix qui ont été faits en Seine-Saint-Denis et dans la région Île-de-France dans le budget de la Solidéo pour se dire là, il y a besoin de rénover un tel ou tel gymnase pour qu'il soit centre d'entraînement. Et ça impacte directement le public. Les habitants, Michel Savin. Juste rajouter, on entend bien la ministre qui affiche une volonté d'avoir 3 millions de pratiquants supplémentaires. Moi, j'espère surtout que dans ces 3 millions, une grande partie ira vers les clubs. Et que ce ne sera pas uniquement des pratiquants, ce sera aussi des licenciés. Parce que ce qui fait la force aussi de notre système sportif, c'est tout ce milieu associatif et des clubs qui est dirigé par des bénévoles. Et moi, j'incite les jeunes à aller pratiquer dans un club, découvrir des activités physiques et sportives, certains sports, quitte à changer lorsque ça ne leur plaît pas. Mais on a aujourd'hui cette richesse qui est copiée dans le monde entier et il faut protéger et même développer le sport associatif. Ça passe aussi par les cadres. C'est un autre débat, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin de préserver quand même ce système qui aujourd'hui est quelque peu malmené. Bien sûr. Pratiquer c'est bien. Encadrer, c'est mieux. Je suis complètement d'accord. Maintenant, il faut déjà qu'on mette les gens au sport. Je vous le dis du fond du cœur, de ma vision personnelle aussi. Aujourd'hui, on connaît les réels impacts du sport sur la santé. Quand on voit Michel Simès qui s'investit comme ça sur le sport santé et que derrière, il n'y a pas forcément cette pratique, on a juste envie de dire déjà aller pratiquer du sport. Après, c'est sûr qu'encadrer, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'on développe tous ces sports santé, qu'on veut développer le sport sur ordonnance, qu'on veut aller vers ça pour pouvoir faire pratiquer les gens. Et c'est important qu'ils soient encadrés, effectivement, pour pouvoir les remettre tranquillement au sport. Et la façon de construire la ville peut y contribuer également, d'ailleurs. J'espère que votre vœu ne restera pas pieux, parce que pour l'instant, on voit quand même qu'il y a quelques difficultés, pas du côté du ministère des Sports, mais d'autres ministères qui tiennent les cordons de la bourse, où là, c'est beaucoup plus difficile à faire entendre ce message. Oui. Laurent Roussy, on évoquait justement la réhabilitation de certains petits gymnases. Ça aussi, c'est des choses très concrètes que les habitants peuvent voir et qui les encouragent justement et qui les associent à l'événement. Bien sûr, c'est extrêmement concret. C'est vrai que dans le cas des héritages, il y a aussi cela qui est attendu. C'est-à-dire que je vais reprendre la ville de Saint-Denis. Désolé d'être un peu auto-centré, mais enfin, à la fois, je suis bien à la ville. C'est comment
à côté du centre aquatique olympique, du Stade de France, donc deux des sports majeurs qui seront à Saint-Denis, comment on arrive aussi à accompagner les autres pratiques, mais surtout les autres équipements. On a un parc des sports, un palais des sports qui est effectivement un peu vieillissant. Il est retenu dans les travaux retenus par le COJO pour être consolidé avec bien sûr un cofinancement de la ville. Et ça, c'est extrêmement important de montrer que déjà à l'échelle d'une ville, c'est l'ensemble d'un territoire qui bénéficie des Jeux. Et puis au-delà de Saint-Denis, c'est aussi l'ensemble d'un département, parce que ce que n'a pas rappelé Céline Dorian, mais c'est aussi sur les piscines transitoires qu'il y aura à côté du centre aquatique olympique. Et ben, elles ont vocation ensuite à se déployer sur l'ensemble du département, parce que le manque d'équipements sportifs, il n'est pas qu'à Saint-Denis malheureusement, il est sur tout le département. Donc cette vision, elle dépasse ce que j'allais dire l'épicentre des Jeux, et heureusement, parce que c'est tout un pays qui doit s'enflammer pour ces Jeux olympiques et paralympiques. C'est fondamental si on veut que ce soit à la fois la fête des sports, mais aussi que ça arrive à renforcer l'ensemble de nos clubs et des pratiques. Moi, je suis extrêmement d'accord avec ce que dit M. Savin. Il faut favoriser les pratiques, sport santé, sport pour toutes et pour tous, mais aussi ce qui fait la richesse effectivement de notre territoire, accompagner les clubs. Je le redis, certains sont en vraie difficulté, et ça passera aussi par les licenciés, par les clubs, où ce n'est pas que de la compétition, mais c'est aussi un autre moyen d'être accompagné dans sa pratique sportive. Et tout cela se fera en respectant les enveloppes budgétaires, Céline Terrier-Laurence? Oui, tout à fait. C'est notre engagement. Très sincèrement, on est surveillé et contrôlé par l'État. C'est tout à fait normal. On s'y est engagé. Donc, on est en discussion avec l'ensemble des collectivités pour faire en sorte qu'on respecte nos ambitions tout en respectant le budget envisagé. Après, c'est vraiment une question d'anticipation et de bien penser la ville. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que disait Charles Rozoise pour dire que la façon dont on conçoit la ville, les espaces publics, si c'est des espaces publics confortables qui incitent à la pratique de la marche à pied, en fait, c'est aussi une façon la première façon, on va dire, d'inciter le grand public, enfin la population à faire du sport, la pratique du vélo, la façon dont la ville est conçue, même des fois les agrès, la façon dont on va pouvoir concevoir un espace avec une boucle sportive par exemple, pour vraiment être la première étape vers ensuite l'accompagnement vers le sport de haut niveau finalement. Charles Rozois, un petit mot de conclusion. Est-ce que vous pourrez aussi rassurer Michel Savin et Laurent Russier? Bien sûr, mais les clubs sont au centre de la préoccupation du ministère. Je pense que si cette agence s'est montée, si on travaille avec le CNOSF aujourd'hui sur la journée olympique et paralympique pour essayer de développer ça, c'est bien qu'on a la vision des clubs. Aujourd'hui, je vais finir sur un petit mot, c'est que c'est bien les Jeux olympiques et paralympiques. Et ici, tout le monde était d'accord, tout le monde en a parlé, mais c'est important puisque la ministre m'a confié la charge de réaliser cette stratégie nationale du sport handicap, où elle a une vraie volonté d'identifier ce qui va encore pouvoir permettre de faire pratiquer les personnes en situation de handicap. Et je pense que il va falloir que ces Jeux soient la fête du sport olympique et paralympique, et que les stades soient aussi remplis de gens qui sont aussi enthousiastes pour les Jeux paralympiques. Et ça va être une belle façon de mobiliser les Français pour faire découvrir le handicap autrement, et puis de voir que des gens comme moi, qui peuvent paraître complètement valides, sont en situation de handicap, et que le handicap, c'est pas forcément ce qu'on croit, et que c'est pas forcément une fin en soi. Voilà. Eh bien, merci à vous, Charles Rozois. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Michel Savin. Merci Céline Terrier-Laurence. Et merci Laurent Russier d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Comme tous les lundis, c'est l'heure à présent de sénateur à domicile. Aujourd'hui, nous allons dans le département de l'Allier, terre d'élection du sénateur Claude Malhuret. L'ancien maire de Vichy revient sur le projet de réaménagement de la rive droite. Il a justement permis aux Vichysois de se réapproprier la rivière Allier. C'est un reportage de Fabien Recker. Nul besoin de la présenter, hein. On est en présence de Marilyn Monroe. Une série de 3 photos, une couleur encadrée par 2 noirs et blancs. Marilyn, Fernandel ou Grace Kelly, immortalisées par le photographe américain Philip Halsman. Des œuvres à découvrir sur les bords de l'Allier dans le cadre du festival Portrait. Si le festival vichysois, qui célèbre sa 7e édition, s'étend des galeries du centre-ville aux berges de l'Allier, c'est parce que ces dernières ont été entièrement réaménagées. Sous l'impulsion du sénateur et ancien maire de Vichy, Claude Malhuret. Vichy est construite sur une des plus grandes rivières de France, sur une des dernières rivières sauvages d'Europe. Et c'est donc un trésor. Et pourtant, pour construire la ville, il a fallu l'éloigner de la rivière, parce que c'est un fleuve extrêmement capricieux. Il a fallu construire des digues, et par conséquent, la ville de Vichy, qui est en bordure de cette rivière, était éloignée de la rivière. La digue en question est l'œuvre de Napoléon III, le bâtisseur de Vichy. Le Perret, c'est cet aménagement maçonné qui est fait de blocs de pierre et de joints,
Et en fait, c'est une digue de protection de la ville par rapport aux crues de la rivière. Une fracture entre le centre-ville, son patrimoine architectural bordé d'espaces verts, et les rives de l'Allier, longtemps laissées en friche et empruntées par une route à 2 voies. 20 millions d'euros ont été investis pour réaménager les berges sur près de 5 km, désormais entièrement dédiés aux loisirs et activités sportives. Vichy, qui aujourd'hui tente de renouer avec son passé de reine des villes d'eau, c'est aussi ce lien-là avec la rivière, avec l'eau qu'on a retrouvée et qui participe vraiment à la qualité de vie. La rivière fait partie maintenant de notre quotidien en termes de paysage, de pratiques du quotidien et de dynamique touristique. Une mise en valeur du patrimoine naturel qui participe de la candidature de Vichy avec 10 autres villes d'eau européennes au patrimoine mondial de l'UNESCO. Claude Malhuret m'a rejoint sur ce plateau. Bienvenue à vous. Vous êtes le président du groupe Les Indépendants ici au Sénat. On le voit, le réaménagement de la rive droite de l'Allier avait pour objectif finalement de permettre aux gens de se rapprocher de la rivière. L'objectif est atteint ? Alors, il avait 2 objectifs, celui de rapprocher les Vichysois de la rivière, cet objectif est atteint, et celui de faire venir plus de monde à Vichy, et ça, cet objectif est encore beaucoup plus atteint. Ça a entraîné une fréquentation qui s'est multipliée, et notamment les week-ends, évidemment, parce que Vichy est une des seules villes en France qui est dans tous les magasins, les boutiques sont ouvertes le dimanche, donc il y a beaucoup déjà d'Auvergnats qui viennent. C'est une ville thermale, il faut le rappeler. Une ville thermale et touristique, et donc cet aménagement a entraîné des milliers et des milliers de personnes. Si vous venez le dimanche, surtout quand il fait beau, malheureusement le film il faisait pas beau, mais voilà, ces 2 objectifs ont été beaucoup plus qu'atteints, et atteints beaucoup plus même que je ne le pensais au moment où on l'a Ça a changé décidé. l'image de la ville aussi, ça c'était un des objectifs, Claude Malhuret. Il y a beaucoup de choses qui ont changé l'image de la ville. Il y a les réaménagements de ce grand centre omnisport qui est le plus grand de France avec Mulhouse. Il y a le remplacement du thermalisme traditionnel qu'on a gardé bien sûr, mais auquel on a ajouté un spa avec des installations très modernes, palais des congrès, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont changé l'image de la ville, mais c'est vrai qu'au niveau régional et même au niveau national, puisque le guide vert Michelin nous a ajouté je sais pas comment on appelle ça, une étoile, non pas de restaurant, mais une étoile de site à visiter. On est passé de site à visiter à vol détour ou même vol voyage, ce qui veut dire, c'est bien parce que le guide Michelin, ça veut dire, c'est objectif, c'est pas nous qui le décidons, et c'est le reflet d'une ville qui était un petit peu vieillotte, qui avait une image un petit peu vieillotte. Je ne suis pas sûr qu'elle l'ait complètement perdue. Même le thermalisme lui-même a toujours une image un peu vieillotte, mais il se modernise ici comme ailleurs. Et je pense qu'on va continuer avec, que mes successeurs, parce que je ne suis plus maire de Vichy aujourd'hui, vont continuer. Ils continuent d'ailleurs toute la rive en face de celle où on est sur la vidéo. Est en train d'être refaite exactement ou presque. C'est pour cela aussi que la ville est candidate pour justement un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO pour finalement retrouver cette grandeur passée avec ce label 11 grandes villes d'eau qui postulent. Oui, nous sommes candidats à la labellisation de l'UNESCO avec 12 villes d'eau, mais qui ne sont pas n'importe lesquelles. Spa, Baden-Baden, etc., les plus grandes villes d'eau d'Europe qui partagent un patrimoine commun, une époque, une architecture d'une époque commune. Et donc, c'est une candidature sérieuse parce qu'on a les plus grandes villes thermales d'Europe, donc pratiquement du monde, puisque le thermalisme, c'est quelque chose qui s'est développé au siècle dernier, et surtout dans les villes européennes. Donc, on est candidate à 2 choses. On est candidate, d'une part, au label UNESCO, et on est candidat aussi, parce que je fais référence à l'émission que vous venez d'avoir, on est candidat puisqu'on a, comme je vous le disais, le plus grand centre omnisport avec 27 disciplines olympiques. On est candidat à accueillir, on est candidat aux terres olympiques. Le label dont on vient de parler pour les JO 2024. Voilà, on est candidate à accueillir des équipes internationales, comme on le fait d'ailleurs régulièrement dans tous les championnats qui se passent en France, les championnats internationaux. Et on espère beaucoup que nos installations et leur développement, parce qu'on investit beaucoup, le maire actuel, Frédéric Aguilera, investit beaucoup sur ce centre omnisport pour qu'il soit au top niveau lorsque les Jeux Olympiques arriveront.
On voit votre implication au niveau local. On va parler de votre activité au Sénat, Claude Malhuret, puisqu'on voit que finalement, chacune de vos interventions est toujours attendue, voire redoutée par vos adversaires. Ce sont des discours toujours incisifs, de véritables punchlines. On va regarder un petit florilège et je vous ferai réagir juste après. Taguer l'Arc de Triomphe, casser ses bas-reliefs, dévaster son intérieur, c'est comme donner une gifle à sa mère. J'ai l'impression d'avoir plus appris au cours de ces 6 derniers mois qu'en 30 ans de vie publique. Pour tout dire, j'ai aussi entendu plus d'âneries en 6 mois qu'en 30 ans. Et pourtant, depuis 30 ans, nous en avons tous entendu pas mal. Si, comme disait Talleyrand, la politique est l'art d'agiter les peuples avant de s'en servir, alors nous avons pris une grande leçon de politique de quelques gouverneurs de rond-point qui ont réussi à transformer en fureur la colère de quelques dizaines de milliers de personnes et à leur faire croire qu'ils sont à eux seuls le peuple français. Ce qui est incompréhensible, c'est que pour réclamer plus de démocratie, des électeurs votent pour le parti recordman du népotisme et de l'opacité, dirigé depuis 50 ans par le père, puis la fille, puis bientôt la nièce, que pour dénoncer un système qu'ils estiment corrompu, ils votent pour le parti recordman des rendez-vous judiciaires, et que pour redresser l'économie, ils votent pour une dirigeante qui a fait la preuve de son incompétence absolue en la matière lors de la présidentielle. Napoléon disait en politique, une absurdité n'est pas un obstacle. Nous le constatons tous les jours. Si les partis extrêmes ne représentent plus que 30% aujourd'hui, ce qui est tout de même considérable, contre 40% il y a 2 ans, c'est grâce à l'effondrement du leader minimo de la France soumise à Cuba. Le corps sacré autoclaironné lors d'une perquisition par l'homme au micro entre les dents l'a disqualifié jusque chez ses proches. Vous n'épargnez vraiment personne. Claude Malhuret, elles sont redoutées, je le disais, vos interventions. On a l'impression que ça devient un petit peu votre marque de fabrique. Vous dézinguez à tout va. Ça vous-même, me dit-on, le surnom de tonton flingueur au Sénat. Oui, enfin, je ne suis pas sûr que je considère ces interventions comme plutôt ironiques que comme des interventions pour dézinguer. Pour la simple raison, d'abord, bien entendu, en politique, on a des alliés et des adversaires, et bien entendu, le Front National, comme la France Insoumise, sont des adversaires. Il n'y a aucune raison de les... D'ailleurs, eux-mêmes ne font pas de cadeaux lorsqu'ils parlent des autres partis politiques. Par conséquent, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas pareil, mais je préfère le faire sur le mode ironique ou humoristique, parce que, d'abord parce que c'est plus amusant, et la politique, c'est pas toujours très amusant, donc de temps en temps, c'est bien si ça peut être un peu plus amusant. Et deuxièmement, parce que je pense qu'on fait plus passer les messages qu'on veut faire passer, surtout quand ce sont des messages d'opposition, en le faisant avec humour. Après tout, la politique, en plus d'être parfois pas très gai, et d'être parfois un peu triste et d'être difficile, c'est aussi pas très rigolo. Donc je pense que de temps en temps... Comment vous les préparez, ces interventions? Vous êtes féru de lettres, ça nécessite une préparation particulière? Ça nécessite une préparation, bien entendu. Les discours, n'importe quel... Enfin, je parle des hommes politiques qui font eux-mêmes leurs discours. C'est pas la totalité, mais il y en a quand même beaucoup, oui. Et ceux qui font leurs discours, ils vous diront tous que ça prend du temps. D'abord, les choses changent. On vous annonce un débat pendant 8 jours. En 8 jours, vous commencez les choses, et puis il se passe des événements politiques, vous êtes obligé de changer. Et puis voilà, donc oui, bien sûr, ça prend du temps. C'est Churchill je crois que c'est Churchill qui disait l'improvisation, ça nécessite beaucoup de travail. Alors, vous disiez que vous aviez évoqué la France Insoumise, le Rassemblement National, mais dans le dernier discours, lors justement de la venue de Édouard Philippe au Sénat, vous avez aussi bien égratigné les LR, le PS. Le Premier ministre lui-même, il a d'ailleurs fait une petite réflexion par la suite. Il est venu vous en parler oui, après, chaque fois qu'on sort de ces débats, et voilà, on se serre la main, on discute un petit peu. Ce jour-là, je crois que je l'ai beaucoup plus fait rire qu'égratigné. Ça n'a pas toujours été le cas ici au Sénat, ce ton un peu novateur. Comment c'est accueilli? On sait qu'il y avait aussi des petites tensions avec le groupe communiste au Sénat. Depuis, les relations se sont améliorées? Pas vraiment. Vous connaissez ma vie. J'ai passé une bonne partie de ma vie à soigner quand j'ai pu, malheureusement, parce que c'était pas toujours possible vu les situations, des réfugiés qui venaient de tous les pays totalitaires, et notamment évidemment essentiellement des pays communistes, en Asie du Sud-Est, en Afghanistan, ailleurs, en Afrique ou ailleurs. J'en ai gardé un anticommunisme
non pas viscéral, parce qu'il n'était pas au départ. J'ai découvert ce que c'était que le communisme, non pas dans les livres, comme on le fait, ou à travers les communistes français, qui ne ressemblent pas au Khmer Rouge ou aux maoïstes en Chine. J'ai découvert ce que c'était dans la vérité, dans la réalité. Et donc, bien entendu, je n'ai aucun scrupule, aucune hésitation à me déclarer comme un anticommuniste pur et dur. Merci à vous, Claude Malhuret, d'être venu sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur notre antenne et à demain, 16h30.